Je vous souhaite encore la bienvenue à notre deuxième formation qui porte sur les principes qui régissent la comptabilité. La séance dernière, nous avons dit qu'il existe 10 principes comptables qui se classent en deux catégories, à savoir les postulats comptables et les conventions comptables. Nous avons dit également que les postulats comptables sont au nombre de 5, dont le postulat de l'entité, le postulat de la comptabilité d'engagement, le postulat de la spécialisation des exercices, le postulat de la permanence des méthodes et le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique. Aujourd'hui, nous allons axer notre formation sur l'étude des conventions comptables. Sans plus tarder donc, je vais vous dérouler notre sommaire d'aujourd'hui qui va porter sur les conventions comptables. Ces conventions vont se décliner en convention du coût historique, en convention de prudence, en convention de la régularité et transparence, en convention de l'intangibilité du bilan d'ouverture et enfin en convention de l'importance significative ou relative. C'est quoi une convention comptable? Il s'agit des règles instaurées par l'organisation normative OHADA afin que tous les membres de l'organisation puissent parler le même langage en termes d'information financière. Ces conventions vont permettre aux entreprises d'élaborer leurs états de synthèse afin de conserver une image fidèle de leur activité économique et financière. Les conventions comptables sont au nombre de 5, dont la convention du coût historique, la convention de prudence, la convention de la régularité et transparence, la convention de la correspondance bilan de clôture, bilan d'ouverture ou de l'intangibilité du bilan d'ouverture et enfin la convention de l'importance significative ou relative. Parlons de la convention du coût historique. La convention du coût historique. La notion du coût historique en comptabilité va nous permettre d'élaborer notre bilan comptable. Car nous savons tous qu'il existe 3 sortes de bilans dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Nous avons le bilan comptable, le bilan financier et le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel et le bilan financier naissent à partir du retraitement ou du reclassement de certains postes du bilan comptable. Alors, la convention du coût historique ou le principe du nominalisme ou stabilité de l'unité monétaire est un principe très essentiel pour l'élaboration de notre bilan comptable. En comptabilité, le coût historique veut dire quoi? Le coût historique en comptabilité désigne la valeur d'un actif ou d'un bien au moment de son acquisition par une entreprise. Ce principe consiste à respecter la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des variations de son pouvoir d'achat. Le principe de coût historique est à la base de la règle d'évaluation des biens à leur valeur d'origine ou à leur coût historique. La convention du coût historique indique également que la valeur des actifs inscrits au bilan n'évolue pas, et ce, même si ces actifs prennent ou perdent de la valeur au fil du temps. En comptabilité, il existe 3 types de coûts historiques. En comptabilité, nous savons qu'il existe 3 types de coûts historiques. Nous avons le coût historique d'un bien acheté par l'entreprise, le coût historique d'un actif obtenu gratuitement et le coût historique d'un actif produit par l'entreprise. Le coût historique d'un bien acheté par l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Si l'actif a été acheté par l'entité, alors le coût historique de ce bien ou de cet actif fait référence à son coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix que l'entité a payé au moment de l'achat. Le coût historique d'un actif obtenu gratuitement, lorsque l'actif est donné gratuitement à l'entité, par exemple via le don d'un tiers, alors le coût historique de cet actif est sa valeur vénale. En d'autres termes,
le coût historique est alors la valeur à laquelle l'actif pourrait être vendu. Par exemple, on me donne un bien gratuitement et je sais que si j'allais acheter ce bien, il allait me coûter 50 millions de francs CFA. Donc, la valeur vénale de ce bien donné gratuitement correspond à 50 millions de francs CFA. Troisièmement, le coût historique d'un actif produit par l'entité. Lorsque l'actif a été produit par l'entreprise ou l'entité elle-même, le coût historique est égal au coût de production de ce produit. Pour illustration, nous avons pris le cas de l'entreprise Kalou qui achète des matériels de bureau à hauteur de 20 millions de francs CFA le 1er 5e mois 2021. Après analyse d'un expert en 2022, le montant de ces matériels correspond à 60 millions de francs CFA. La question qu'on nous pose ici, quel sera le montant bilanciel des matériels de bureau au 31-12e mois 2022 selon le principe du nominalisme monétaire. Donc, comme réponse, nous avons dit que le montant bilanciel des matériels de bureau sera bel et bien le montant du bien au moment de l'acquisition, car selon le principe du coût historique, la valeur de l'actif inscrit au bilan n'évolue pas, et ce, même si l'actif prend ou perd de la valeur au fil du temps. Donc, le montant qui sera dans le bilan de l'entreprise Kalou en 2022 sera 20 millions de francs CFA et non 60 millions de francs CFA. La convention qui suit maintenant est la convention de prudence. Le principe de prudence nous amène à être prudents au moment de tous nos enregistrements comptables. Ce principe nous enseigne la prudence. Il est écrit que de nombreuses transactions comportent inévitablement des incertitudes et il convient d'en tenir compte en faisant preuve de prudence dans la préparation des états financiers. En conséquent, une charge ou une moins-value non encore intervenue doit être prise en compte pour la détermination du résultat de l'exercice dès lors que sa réalisation est probable. En revanche, un produit ou une plus-value n'est compris dans le résultat qu'au moment de sa réalisation effective. Donc, le principe de prudence consiste à ne pas surévaluer les actifs et de prendre en compte tous les passifs, même ceux probables et non avérés. Autrement dit, il s'agit de ne pas enregistrer les produits de l'entreprise tant qu'ils ne sont pas à 100% acquis et de prendre en compte toutes les charges probables et non avérées. Comme illustration, nous avons pris le cas d'une entreprise qui a une créance client de 50 millions de francs CFA inscrit au poste de son bilan, donc au poste de son actif. Cette créance est relative à celle de son client Ferland. Au moment de l'arrêté de ses comptes annuels, il constate que Ferland pourra payer que la moitié de cette créance suite à la faillite de son entreprise. Donc la question qu'on nous pose ici, c'est comment nous allons traiter l'information en fonction ou bien selon le principe de prudence. Pour traiter cette information, elle est très simple. La créance de Ferland sera dépréciée dans le bilan de l'entreprise fournisseur car il s'agit d'une charge qui est probable et avérée. Cette créance sera dépréciée à hauteur de 25 millions car la moitié de 50 millions correspond à 25 millions. Illustration 2. L'entreprise Papy vend 20 ordinateurs à son fournisseur à l'étranger à un prix unitaire de 1000 euros. Au moment de la clôture de ses comptes, elle constate que le prix d'1 € a fluctué. Quelle sera la conduite à tenir au moment de la clôture des comptes? L'entreprise ne prendra pas cette information dans ses comptes car le principe de prudence proscrit de survaluer les postes de l'actif comme quoi les gains latents ne sont pas comptabilisés. Donc lorsque un produit n'est pas effectif,
l'entreprise a l'obligation de ne pas tenir compte de ce produit-là dans ses états financiers. Donc, c'est le principe de prudence qui nous proscrit cela. Après avoir vu le principe de prudence, nous allons parler du principe de la régularité et transparence. La régularité comptable est garantie par la conformité des comptes aux règles et aux lois qu'une entité est tenue de respecter. Cette conformité est périodiquement contrôlée en interne qu'en externe. Ce principe inclut trois concepts. Le premier concept est la conformité aux règles et procédures du système comptable OHADA, au plan comptable et à sa terminologie, à ses présentations d'état financier. Donc, le premier concept ici nous interpelle chaque entreprise à se conformer aux règles et aux procédures du système comptable instauré par l'organisation normative OHADA, à son plan comptable et à sa terminologie, et également se conformer à cette présentation d'état financier. Le deuxième concept est la présentation et la communication claire et loyale de l'information sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Donc, l'entité doit être capable de fournir des informations claires et nettes qui ne sont pas entachées, sans avoir donc l'intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Troisième concept, le respect de la règle de non-compensation, sauf si la compensation est fondée juridiquement. Qu'est-ce que la règle de non-compensation dit? La règle de non-compensation désigne l'interdiction de compenser une charge par un produit ou un passif par un actif. Voyons cette illustration de non-compensation. Prenons le cas de deux entreprises appelées CADES et COFIS qui travaillent régulièrement ensemble pour différents projets. Dans la première hypothèse, l'entreprise CADES est fournisseur de l'entreprise COFIS et dans la seconde hypothèse, l'entreprise CADES est client de l'entreprise COFIS. Dans la première hypothèse, l'entreprise CADES vend une prestation de service à COFIS pour une valeur de 1 million francs CFA. Et dans la seconde hypothèse, l'entreprise CADES achète un produit à l'entreprise COFIS pour une valeur de 800 000 francs CFA. Donc, dans la première hypothèse, l'entreprise CADES va transmettre une facture à l'entreprise COFIS pour dire que tu me dois ce montant de 1 million. Et dans la seconde hypothèse, l'entreprise COFIS à son tour va transmettre une facture à l'entreprise CADES pour dire que tu me dois aussi tel montant, donc 800 000 francs CFA. Donc, la règle de non-compensation dit à l'entreprise CADES de ne pas comptabiliser uniquement la différence entre les 1 million et les 800 000, donc 200 000 dans sa comptabilité. Donc, l'entreprise CADES ne doit pas avoir 200 000 francs dans sa comptabilité. La règle de non-compensation interdit à l'entreprise CADES de compenser les deux factures en ne comptabilisant que la différence entre les deux, soit 200 000 francs CFA. Par conséquent, l'entreprise CADES comptabilisera bel et bien un produit de 1 million francs CFA et une charge de 800 000 francs CFA. Ainsi, l'activité de l'entreprise CADES est fidèlement représentée dans sa comptabilité. Donc, le respect de cette règle-là permet donc d'avoir une image fidèle de l'entreprise. Le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture indique que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Donc, si j'ai un solde fournisseur de 2 millions francs CFA dans mon bilan de clôture, je dois avoir ces mêmes 2 millions francs CFA dans mon bilan d'ouverture. Lorsqu'il y a une incohérence entre le solde de clôture
de mon bilan et le solde d'ouverture de mon bilan, alors on dira que le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture n'est pas respecté. Voyons donc cette illustration. L'entité Frédéric vous transmet la balance de 2021 et celle de 2022 afin que vous portiez une analyse sur l'intangibilité de son bilan d'ouverture de 2022. NB, vous trouverez en annexe les deux balances. Donc, nous avons deux balances ici. La première correspond à la balance de l'exercice 2021 et la seconde balance correspond à celle de 2022. Lorsque nous prenons ici la balance 2021, les soldes de clôture se retrouvent dans la colonne solde cumulé. Et les soldes d'ouverture pour l'exercice 2022 se trouvent dans la colonne mouvement au 31 décembre 2021. Nous constatons déjà que sur la balance d'ouverture, donc celle de 2022, nous observons un compte 10-11 capital social. Alors que ce compte-là ne figure pas dans la balance de clôture de l'exercice 2021. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Il y a une incohérence entre le solde de clôture de l'exercice 2021 et le solde d'ouverture de l'exercice 2022. Allons encore plus loin. Sur la balance 2021, nous constatons un compte 121, report à nouveau créditeur, qui présente un montant de 4 363 487, alors que ce compte-là est absent dans la balance d'ouverture de l'exercice 2022. Donc, il y a encore une deuxième incohérence entre le solde de clôture de l'exercice 2021 et le solde d'ouverture de l'exercice 2022. Donc, l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'entreprise est remise en cause ici. Donc, l'intangibilité du bilan de l'entreprise, en un mot, n'est pas respectée. Nous avons transcrit ici comme réponse pour dire que le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture n'est pas respecté par l'entité Frédéric, car le compte 10-11 capital social figurant sur la balance 2022 dans la colonne mouvement solde d'ouverture n'existe pas sur la balance 2021 en termes de solde de clôture, solde cumulé. C'est pareil pour le compte 121 report à nouveau créditeur figurant sur la balance 2021 en solde de clôture, mais absent sur la balance 2022 comme solde d'ouverture. Enfin, nous allons parler de la convention de l'importance significative ou relative. Selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Donc, si l'entreprise a une information capitale qui peut jouer de façon considérable sur la décision des dirigeants ou actionnaires, ou sur même le résultat de l'entité, l'entreprise doit avoir la capacité de retranscrire cette information-là dans ses états de synthèse. Dans ce sens, est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états financiers peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité. Nous venons donc de clore avec cette première partie de notre formation qui portait sur les principes comptables. Ce premier chapitre était très important à savoir pour tout pratiquant comptable afin de donner une image fidèle et solide de son entreprise. Pour tous vos besoins, vous pouvez nous joindre au numéro suivant 07 47 76 21 45. Je reprends 07 47 76 21 45. Passez une excellente journée et merci à vous.